Eh bien, on va se lancer. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc pour cette conférence, donc sur 2030, quel monde du travail pour nos enfants? Dans le cadre donc du festival de l'apprendre. Évidemment donc pour cette conférence, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et j'essaierai d'y revenir soit en live, c'est souvent un peu plus difficile, sinon en fin de conférence. Si vous n'intervenez pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas de questions à poser, je vous remercierai de bien vouloir fermer vos micros pour éviter les interférences, les bruits de fond. Et n'hésitez pas à prendre des notes. Alors d'abord, je vais me présenter. Donc moi, c'est Virgile Demolien, je suis coach professionnel certifié et j'interviens donc sur plusieurs activités. D'abord l'accompagnement de jeunes 15-25 ans, et notamment sur l'orientation. Je me suis spécialisé sur l'orientation, même si, je peux accompagner les jeunes aussi sur les questions de motivation, de gestion du stress, de confiance en soi. Je suis aussi consultant bilan de compétences, donc consultant indépendant en bilan de compétences, et j'anime également des ateliers climat, type fresque du climat en entreprise. C'est dans le cadre des 2 premières activités, hein, que j'ai été amené à m'intéresser au monde du travail, puisqu'évidemment, travailler dans l'orientation et puis le bilan de compétences, c'est toujours, c'est presque même un devoir pour nous de nous intéresser à ce que sera le monde du travail demain. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fait mes recherches et cumulant, toutes les trouvailles que j'ai pu faire, j'ai décidé de proposer une conférence dans le cadre du festival de l'apprendre. Alors avant de commencer, je vais avoir quelques questions à vous poser, donc je vais lancer des sondages, quelques questions pour un peu, voir, vous comment vous vous situez par rapport à ce monde du travail en 2030. Alors la première question, hop. Alors le monde du travail en 2030, quand on vous en parle, est-ce qu'il vous enthousiasme? Est-ce qu'il vous laisse, songeur? Est-ce qu'il vous inquiète? Est-ce qu'il vous effraie même? Est-ce qu'il vous attriste? Est-ce qu'il vous intrigue ou est-ce qu'il vous indiffère? Je vous laisse, heu, je vous laisse répondre. OK. Donc, pour une large majorité, hein, 54%, donc qui vous intrigue. Donc, voilà, une espèce d'inconnu, qui vous intéresse, mais qui peut-être peut aussi vous inquiéter. Donc pour 23% d'entre vous, donc pour 3 d'entre vous, il vous inquiète. Pour 2 d'entre vous, il vous laisse songeur et pour, 1 personne ici présente, il vous enthousiasme. OK, très bien. Merci. Deuxième question. Alors il faut juste que je la trouve. Hop. Alors selon vous, le monde du travail en 2030, est-ce que c'est surtout des métiers qui disparaissent? Est-ce que c'est surtout des emplois qui évoluent? Est-ce que c'est surtout des nouveaux métiers? Ou est-ce que c'est un peu de tout ça finalement?
OK, donc une très, très large, majorité, écrasante majorité, 85 pensent que c'est un peu de tout ça. Donc il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont arriver, des nouveaux et puis, qui vont évoluer. OK, donc on le découvrira, pendant la conférence. Merci pour vos votes et enfin, dernière question, quel métier dans ceux que vous aurez sous les yeux vous parle le moins? C'est-à-dire que l'en en le voyant, c'est ça vous pour vraiment ça vous parle pas du tout, vous savez pas du tout ce qu'il y a derrière. Alors vous pouvez en cocher plusieurs, hein, si vous voulez, s'il y en a plusieurs qui vous parlent pas. OK. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est, architecte internet des objets que qui est inconnu et ensuite vient le tricoteur 3D. Alors il y a un petit piège, c'est que le tricoteur 3D, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, que le métier s'appelle, mais j'y reviendrai, en fin de conférence, je reviendrai sur ce métier particulièrement et j'aurai même une ressource à vous partager. Parce que j'en ai moi-même entendu parler il y a 2 jours, voilà, donc mais on y reviendra. Donc pour eux, c'est un architecte internet des objets, donc en fait, l'architecte internet des objets, c'est l'internet embarqué dans des petits objets, du quotidien, le meilleur exemple, c'est la vos montres connectées, par exemple, voilà. Ça c'est les personnes qui contribuent à fabriquer ces objets sont des architectes internet des objets. C'est vraiment internet embarqué dans des objets de notre quotidien. Donc voilà, c'était le métier qui était le moins connu. Merci pour vos votes. Ouais, le frigo connecté, la veste connectée, c'est ça exactement. Vraiment, il y a aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses, d'objets du quotidien, c'est presque devenu, invisible. Mais il y a beaucoup d'objets du quotidien qui sont connectés, notamment à notre Wi-Fi, hein. Alors, en introduction, j'aimerais vous demander, là, vous voyez 2 images, hem, ce sont des métiers qui ont existé. Est-ce que vous sauriez me dire leur nom? Alors pour la photo de gauche, je vous demanderai évidemment, ça paraît un peu plus facile, donc je vous demanderai le nom du métier exact. Pour le métier de droite, vous pouvez me dire ce que fait le monsieur a priori, ce que vous pensez que fait le monsieur, sachant que c'est des métiers qui ont existé. Ouais, alors tout à fait, donc c'est des ramasseurs de quilles de bowling, mais ça a donc un nom. Donc on le voit bien, hein, effectivement, donc avant qu'il y ait, que les quilles se remettent, toutes seules en place comme vous le connaissez aujourd'hui, donc des gens remettaient les quilles en place et ça s'appelait donc un quilliste. C'est un très joli nom. Donc effectivement, il y a le mot quille dedans, vous pouvez imaginer qu'il y a le mot quille dedans. Quilleur, on n'est pas loin du tout, on n'est pas loin du tout, le quilleur. Donc à gauche, c'est un requilleur, donc ce sont des requilleurs.
Donc des personnes qui effectivement, remettaient les quilles droites. Et à droite, donc c'est Xavier. Je crois qu'il y avait, non, c'est pas Xavier, c'est Arthur qui avait donné la bonne réponse tout de suite. Donc c'est un monsieur qui réveille les gens, effectivement. Donc avec sa grande perche, là, il tapait au carreau pour réveiller les gens parce qu'il y avait pas de réveil. Voilà, aujourd'hui, nous, ça nous paraît logique d'avoir notre réveil. Mais ça a pas, voilà, réveilleur, tout à fait. Donc ça a pas toujours, été comme ça, hein. Tout ça pour vous dire que, bon, de tout temps, effectivement, l'évolution technologique, a impacté l'emploi. Voilà, il y avait des personnes pour relever les quilles, ces emplois n'existent plus et puis, les réveilleurs, peu à peu ont disparu aussi, avec l'arrivée des réveils matins. Donc de tout temps, la technologie a existé et puis a pris sa place. Mais c'est vrai qu'on entre dans une ère où on a quand même la sensation qu'elle prend une autre dimension, cette technologie. Hem et donc, vous l'avez dit vous-même en répondant au sondage, hein, c'est vrai que ça intrigue, ça peut inquiéter. On peut se dire: «Bah, ça va faire disparaître les emplois». Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions sur ce que sera le monde du travail de demain, sachant qu'il n'y a pas que, évidemment, la technologie, qu'il va falloir prendre en compte l'arrivée de la technologie, même si, ça a une place importante. Il y a d'autres choses, on verra qui vont un peu chambouler heu, le monde du travail. Alors, donc cette conférence, elle s'articulera autour de 3 parties. Donc, on verra tout d'abord les compétences clés qui seront identifiées, et notamment, anticipées par les entreprises en 2030. L'impact des transformations socio-économiques, donc c'est ce que je vous disais, donc il y a l'arrivée de la technologie, mais il y a d'autres transformations, qui ont un impact sur le marché du travail et puis l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité. Alors les compétences clés de 2030, quelles seront les compétences les plus demandées en 2030? Alors, je vous montre cette copie d'écran parce que je trouve qu'elle synthétise sans vouloir en arriver directement à la conclusion. Finalement, quand on regarde, vous voyez le top 3 des compétences privilégiées des entreprises sur 2023-2027. Je trouve que c'est tout un symbole, ce top 3. C'est-à-dire qu'on a, vous voyez la big data qui est là, qui arrive, top 3, qui est en train de faire sa place, avec l'intelligence artificielle. Mais on voit qu'il y a des compétences qui résistent, et elles vont même plus faire que résister parce qu'elles seront primordiales, on le verra. La pensée analytique, la créativité, mais voilà, qu'elles cohabitent dans le top 3, c'est vraiment tout un symbole de ce que sera finalement le monde du travail, de demain et on y reviendra. Alors quand on interroge les entreprises sur, les compétences qu'elles identifient pour, 2030, quand on fait le tour, hein, qu'on synthétise tout ça, on a un certain nombre de compétences qui ressortent. Donc on a la créativité et l'innovation, la résolution de problèmes complexes. On le verra, le monde du travail se complexifie, et donc savoir résoudre des problèmes complexes va devenir, fondamental. L'intelligence émotionnelle, il va falloir aussi, on y reviendra un peu plus en détail, apprendre à apprendre, développer sa pensée analytique et son esprit critique, très important. Ça, elle est vraiment celle-ci identifiée comme majeure, l'esprit critique. On y reviendra, vous inquiétez pas aussi sur toutes ces compétences. Le digital, évidemment, avoir une culture technologique, on va pas difficilement pouvoir faire sans. La communication orale, la capacité à s'adapter et à être flexible, la gestion de projet et le travail d'équipe. Donc voilà, vous voyez, on a toute une liste de compétences qui reviennent vraiment souvent dans les demandes des entreprises. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a tout un ensemble de compétences, mais elles sont pas, elles peuvent pas fonctionner de manière isolée. Hem,
Typiquement, le travail d'équipe, ça va demander, de la bonne communication orale, de savoir faire de la gestion de projet et puis de l'intelligence émotionnelle. Si on travaille, entre individus, à pouvoir comprendre, l'autre, exprimer ce qu'on ressent et comprendre ce que ressent l'autre, c'est fondamental. On a aussi la résolution de problèmes complexes qui ne pourra pas faire sans, la capacité d'avoir un esprit critique, faire preuve de créativité. C'est difficile de résoudre des problèmes sans créativité et puis la pensée analytique, c'est-à-dire savoir analyser, hem, une situation, un problème pour pouvoir le résoudre. On a la créativité et l'innovation, qui ne pourra pas se faire sans la capacité d'apprendre à apprendre et puis à s'adapter et à faire preuve de flexibilité. D'accord? Donc c'est pas des compétences qui sont à prendre vraiment, de manière isolée. Vous aurez le support, oui, Caroline, après l'intervention, tout à fait. Hem, mais vraiment qui se complètent, hein, qui vont les unes avec les autres. Ça, c'est très important. Alors il y a l'OCDE qui a développé un outil qui s'appelle Learning Compass 2030 qui permet de définir tout un ensemble de compétences qui vont être indispensables, pour faire face aux défis actuels et futurs du monde. Voilà. Donc c'est un document, c'est un très grand document, la synthèse existe, hein. Et donc pour synthétiser, hein, l'OCDE, elle identifie 3 grandes catégories de compétences pour les apprenants en 2030. On va avoir les compétences cognitives et métacognitives, les compétences sociales et émotionnelles et les compétences pratiques et physiques. Voilà. C'est-à-dire qu'il sera vraiment indispensable de pouvoir développer toutes ces compétences pour pouvoir, on va dire, s'intégrer, s'adapter à un monde du travail 2030 qui sera notamment, très incertain et complexe. Alors les compétences cognitives et métacognitives, c'est la capacité, donc selon l'OCDE, hein, je les cite, hein, de développer une pensée créative et une capacité d'apprendre à apprendre, parce que ça leur permettra d'être plus autonomes et donc de s'adapter aux exigences du futur du monde du travail. D'accord? Alors c'est quoi apprendre à apprendre? C'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire se mettre un peu en position d'observateur de soi-même, de sa façon de penser. C'est ça la métacognition. Donc c'est finalement penser à notre propre façon de penser, d'accord? C'est comme si un peu je me dédoublais, je m'observais, et puis j'analysais ma façon de penser et puis je la corrigeais, d'accord? C'est vraiment penser à sa façon de penser. De la même façon, il va falloir apprendre à apprendre, c'est-à-dire savoir être un peu autocritique sur sa façon d'apprendre, changer ses méthodes d'apprentissage. Voilà, ça va être fondamental. Sur les compétences sociales et émotionnelles, évidemment, alors on y reviendra, heu, il y a beaucoup de professions liées notamment aux soins de santé, qui vont émerger ou dont les besoins vont être plus importants, et donc ça forcément, ça demande des compétences sociales et émotionnelles comme l'empathie, la sociabilité et le respect, la capacité à collaborer, très important. Et puis on a les compétences pratiques et physiques. On a tendance à la sous-estimer, mais la recherche elle est claire là-dessus, faire de l'exercice, ça a un effet déjà sur la santé physique, mais aussi sur, la santé mentale des enfants et sur la cognition des enfants et sur leur réussite scolaire. Donc faire de l'exercice développe des compétences cognitives. Donc vous voyez, on revient sur les compétences cognitives, mais déjà vraiment l'importance de l'exercice, dès le plus jeune âge ou en tout cas de l'activité, est très importante. C'est un impact sur la réussite scolaire, mais aussi on le voit, hein, aujourd'hui, en fait, on communique, par des biais qui sont, mais vraiment, très nombreux. La technologie de l'information et de la communication, il faut finalement savoir, les prendre en main et ça aussi, ça fait partie, des compétences de demain et donc ça s'acquiert par, le développement des compétences cognitives et donc par le fait de pouvoir, faire de l'exercice dès le plus jeune âge. Très important.
Donc il faut acquérir ces compétences, mais surtout, en fait, il faut apprendre en continu. Pourquoi? Parce que le monde du travail, il change rapidement. On a des évolutions technologiques, on a les transitions environnementales et sociales, on a des métiers qui évoluent très rapidement, on a des nouveaux modes de travail, d'accord? Donc tout ça, ça va être important, de pouvoir s'adapter et donc d'être vraiment en continu dans l'apprentissage. Les critères d'employabilité aussi vont évoluer, très clairement, quand on interroge les RH aujourd'hui, la capacité à avoir des compétences dans le digital, à développer ses soft skills, donc les compétences douces et la capacité à s'adapter, encore une fois, on est vraiment sur s'adapter à un monde qui change beaucoup, qui change vite, sont les critères, d'employabilité de demain, hein. Beaucoup de directeurs, directrices des ressources humaines qui s'expriment là-dessus et qui le disent. Donc le risque, c'est vraiment de rester dans sa zone de compétence. Voilà. Pour ne pas rester dans sa zone de compétence, le conseil, c'est, bah, on disait apprendre à apprendre, développer de nouvelles compétences et ça se fait comment? Ça se fait en faisant de la veille, donc il faut vraiment, être curieux, hem, des nouveautés, des nouvelles technologies, des transitions qui s'opèrent, hem, qu'elles soient démographiques ou environnementales et puis se former. Ça, c'est vraiment, ça va devenir de plus en plus important. Et Dieu sait si c'est important pour les employés, pour les travailleurs déjà d'aujourd'hui, de se former, d'acquérir des compétences, ça sera encore plus important demain. Alors, le monde du travail qui évolue, c'est lié à des transformations qui ont lieu. On est, pour certaines d'entre elles, en plein dedans. Mais déjà, avant de rentrer dans ces transformations, on sait qu'on est déjà dans un contexte global d'incertitude. J'aime beaucoup, je suis tombé sur cette citation, en lisant un bouquin récemment de Dominique Sciamma, qui est designer et qui dit: «Nous entrons dans un monde où on ne connaît pas tous les problèmes que l'on va devoir résoudre et encore moins les réponses que l'on devra apporter». Et je trouve que, c'est je trouve que ça résume très bien le monde dans lequel on entre, finalement. Et on comprend mieux, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire des compétences, de pouvoir s'adapter, d'être flexible, d'être créatif, parce qu'on ne connaît pas les problèmes de demain et il va falloir en plus trouver des réponses. Hem, Ce qui illustre ça aussi, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus VUCA. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette théorie. Donc VUCA, c'est, donc, V de volatilité, U, uncertainty, donc l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté. Hem, Auparavant, on était, parce que j'agrandis un peu le contenu même pour moi, pardon. On était dans un monde finalement, dans un monde du travail qui était assez linéaire. On avait des carrières linéaires. Le but, c'était la sécurité, notamment financière. On avait des vies, professionnelles assez stables. Tout était réglé, procéduré. Voilà, c'était assez plat, on va dire, hein, et on est rentré dans une ère d'incertitude où, avec le covid, nos rapports au travail ont changé. On a les technologies qui sont en train d'exploser. Voilà, donc on est en train d'entrer dans une nouvelle ère qui va nécessiter donc de s'adapter. Donc on a des secteurs et des métiers qui évoluent. Alors, quand on regarde comment vont évoluer les secteurs, d'ici 2030, donc ça, c'est la DARES, hein, qui dans une étude donc intitulée «Les métiers en 2030» a fait un peu un panorama des secteurs, en 2030. Donc les secteurs qui seront impactés avec moins d'emplois, ce sera la logistique et le transport, avec l'automatisation évidemment et la réduction de la mobilité. On en parle beaucoup, hein, essayer d'être le plus local possible,
et donc de réduire les trajets, tout ce qui est trajets en notamment en camion. Et puis on a aujourd'hui de plus en plus, d'entrepôts entièrement automatisés. Donc clairement, c'est un secteur qui va être impacté. L'agriculture, alors c'est un sujet brûlant en ce moment, mais ils seront également touchés par l'automatisation. Il est estimé que l'agriculture représentera que 2 de l'emploi en 2030, voilà, selon la DARES. Hem Et aujourd'hui, alors on a des agriculteurs qui achètent des machines. Je regardais un reportage d'un agriculteur qui avait fait 200 000 € d'investissement, dans des machines. Alors c'est parce qu'il a pas de main-d'œuvre, mais de toute façon, l'agriculture est vouée aussi à s'automatiser. On a la banque, je pense que vous vous rendez compte, quotidiennement, que, la banque aussi, s'automatise. On est vraiment dans l'ère du tout dans le téléphone, la numérisation des services. Hem Et puis les services publics aussi, hein. Il suffit de voir, de comparer, la Poste par exemple, d'il y a, ouais, 10 ans et puis la Poste d'aujourd'hui. On peut affranchir une lettre, depuis chez nous. Hem Donc voilà, les services publics aussi n'échappent pas à cette, automatisation et donc voilà, un impact prévu, sur l'emploi. Et puis il y a des secteurs qui vont être beaucoup plus dynamiques. La santé, on y reviendra, le social, on y reviendra aussi. La construction, notamment, liée à la transition environnementale et je vais en dire 2 mots juste après. Les services externalisés aux entreprises, bon, on aura toujours besoin d'un conseil juridique. Je suis pas sûr que ChatGPT demain, pourra plaider, dans un tribunal, quoique. C'est tellement incertain qu'on ne sait pas, mais voilà, il y aura toujours de toute façon dans les services aux entreprises et notamment le conseil, heu, besoin d'humains. Et bon, évidemment, l'informatique et le numérique va complètement exploser. Je vous donnerai quelques chiffres, après. Alors, dans les métiers émergents, alors je vous mets cette, copie d'écran parce que je trouve qu'encore une fois, c'est un symbole, donc c'est issu de l'étude Future of Jobs, 2000, alors là, c'est 2020. Donc sur la période 2023-2027, vous avez à gauche la demande croissante et à droite la demande décroissante de métiers. Bon, et on voit ce qui frappe tout de suite en voyant ça, c'est la demande croissante. Quand on regarde les termes, bah, on le voit, hein, que c'est très, orienté technologie, informatique. C'est, hop, alors attendez. Ah oui, je crois que vous avez cherché à grandir, c'est vrai. Bon, je vous donnerai de toute façon le support, donc vous pourrez regarder, ouais, c'est peut-être écrit un peu petit, j'en suis désolé. Hem, donc à gauche, c'est très orienté technologie. Si vous pouviez juste, ne pas bouger le support, ça serait vraiment top. Hop, merci beaucoup. Hem et attendez, pour voir, tac, est-ce que ça va mieux là? Normalement, j'ai synchronisé le mode d'affichage, donc ça a peut-être dû s'afficher en grand. Non, pas mieux. Bon, de toute façon, vous aurez le support. De toute façon, ce slide n'était pas fait forcément pour lire en détail, le contenu. C'était encore une fois, juste la symbolique, d'une demande croissante dans tout ce qui est, la technologie et une demande décroissante, dans tout ce qui est métier, de l'administratif. Et par exemple aussi de la comptabilité, et donc qui demande vraiment, bah, de l'humain. Donc c'est toute la symbolique, vous voyez, il y a ouais, système de vase communicant entre la demande croissante et décroissante, entre la nouvelle technologie et puis l'humain.
Même si, évidemment, ça ne résume pas évidemment, l'ensemble de ce que deviendra, le monde du travail, demain. Il faut pas réduire ça à, plus de machines et moins d'hommes et je trouvais la symbolique quand même assez forte. Alors, hem, ouais, le visuel arrête pas de bouger. Pourtant, normalement, j'avais réglé les droits. Alors attendez, je prends juste 2 secondes j'avais réglé les droits pour que ça puisse ne pas être touché. Ouais, bon, heu, j'avoue, j'ai eu le même problème en début de semaine sur un autre, je suis désolé, ouais, si ça bouge, en fait, faut éviter de toucher aux boutons plus, moins et les boutons des pages. Donc les métiers émergents, donc ça, c'est France Compétences. Donc là, on est en France. France Compétences, c'est, l'organisme qui notamment attribue les certifications RNCP, sur certaines formations et donc quand on regarde les métiers émergents de 2023, eh bien, vous voyez, j'ai mis un code couleur pour que ce soit plus visuel et plus frappant. Hem On a beaucoup, de métiers liés à l'environnement, beaucoup de métiers liés aux nouvelles technologies. Donc ici, un peu moins liés à la santé, mais évidemment la santé se modernise, notamment sur la partie recherche, un peu moins sur la partie soins. Mais on voit bien que les métiers émergents aujourd'hui, c'est beaucoup, d'écologie et d'environnement, beaucoup de nouvelles, technologies. Et donc ça me fait une transition parfaite pour vous parler donc des transformations. Donc de quelles transformations on parle? Donc il y en a 3 majoritairement. Il y a les transformations environnementales, technologiques et démographiques, donc qui vont avoir un impact sur, le monde du travail de demain. Donc la transition environnementale, juste un chiffre, hein, pour illustrer, 69 des 18-30 ans se disent prêts à changer d'emploi pour un travail écologiquement utile. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'environnement est vraiment, fait partie, du sens un peu que recherchent, heu, les, heu, les jeunes et puis même les moins jeunes, hein, dans leur travail. Hem Et il y a un secteur, on en parlait, hein, je vous parlais de la construction. On peut prendre un secteur pour illustrer ça, c'est que la rénovation énergétique, par exemple, hem, c'est c'est près de 200 000 postes qui vont, devoir être, créés, entre 2019 et 2030. Donc c'est conséquent, et donc c'est un secteur qui recrute autant parce que la rénovation énergétique est liée vraiment à cette transition environnementale en cours. Et il y a d'autres secteurs, hein, qui vont recruter au fur et à mesure de la transition, donc l'agriculture, l'agroalimentaire, la gestion de l'eau et des déchets, les transports, l'économie circulaire et énergie, renouvelable, évidemment. Un exemple, c'est la filière de l'hydrogène également. Ça représente 6 000 emplois aujourd'hui et ça pourrait en représenter 100 000 en 2030. Je ne sais pas si vous imaginez, l'écart que ça fait d'ici 2030, c'est dans 6 ans. Mais voilà, encore une fois, conséquence de la transition environnementale, il y a des secteurs qui vont être particulièrement, en demande. Alors, quand on parle de ces métiers-là, de quoi on parle vraiment concrètement? Alors, on a, par exemple, sur les énergies renouvelables, donc ingénieur en énergie renouvelable, donc tout ce qui va toucher, aux énergies renouvelables et donc énergies propres, que sont l'éolien, le solaire, la biomasse, demanderont beaucoup de main-d'œuvre. On a tout ce qui est aussi, lié aux déchets. Donc, les déchets, c'est quoi? C'est le compostage, donc agent de compostage. Vous savez que le compostage, depuis peu, est rendu, obligatoire. Moi, j'habite à Lyon, j'ai des bornes à compost, vraiment partout. Heu et donc, ça va forcément devenir,
un métier en demande. Technicien en traitement des déchets. Donc ça, c'est de manière générale la manière de gérer les déchets, parce que le traitement des déchets va devenir un enjeu majeur. Et donc, quand on parle de déchets, on parle aussi des packaging. Et donc, on va devoir de plus en plus développer des emballages qui sont respectueux. Et donc, on a des métiers qui sont consultants en éco-design, par exemple, qui vont être de plus en plus apparents. On a aussi tout ce qui touche aux ressources naturelles, donc biologiste en environnement, ingénieur écologue. Tout ce qui touche au cycle de l'eau, on sait à quel point l'eau va devenir un enjeu majeur également dans les prochaines années. Et aquaculteur aussi. Oui, j'ai essayé de mettre des métiers qui sont un peu moins connus. Donc c'est l'élevage de poissons, fruits de mer, coquillages, crustacés, tout en préservant évidemment les écosystèmes. Donc voilà voilà, concrètement des métiers types qui déjà aujourd'hui sont demandés, mais qui le seront de plus en plus. Je me suis amusé, puisque vous êtes peut-être parents d'enfants qui seront sur le monde du travail en 2030, à dessiner un peu la carte d'identité du jeune d'aujourd'hui qui voudrait se lancer dans un métier sur la transition environnementale. Donc, c'est quelqu'un qui va être très intéressé par évidemment la nature, l'agriculture. On l'a vu, la biologie, pourquoi pas, hein, parce que on a vu donc ces métiers biologistes qui vont être très importants, physique, mathématiques et la technologie, puisque s'adapter euh, va nécessiter aussi de devoir développer la technologie, donc s'adapter au changement climatique. L'adaptation va nécessiter la technologie. Les compétences, donc si j'ai repris les compétences qu'on a vues en début de conférence. Donc évidemment, c'est beaucoup de métiers qui vont fonctionner en gestion de projet, parce que on devra, ça sera vraiment pluridisciplinaire, hein. C'est un ensemble d'experts qui vont devoir travailler ensemble sur la transition environnementale. Donc évidemment, on résout des problèmes complexes, s'adapter, je disais, hein, aujourd'hui, on va entrer dans une ère d'adaptation au changement climatique, la créativité et puis l'esprit critique. Et donc les domaines métiers, on aura donc la construction, la réparation, la rénovation, on l'a vu, rénovation énergétique, tout ce qui est ingénierie, logistique, la gestion de projet et le consulting. Aujourd'hui, on a beaucoup de consultants, notamment, vous savez, consultants bilan carbone, pour déjà la première étape, c'est faire son bilan carbone, faire un état des lieux. Donc ça, c'est aussi un métier en fort essor en ce moment. Et donc les valeurs de, heu, de la personne qui voudra évidemment faire ces métiers, c'est l'écologie, la justice et l'engagement. Alors, je voudrais faire une parenthèse sur une initiative qui a été lancée par Julien Vidal, qui s'appelle 2030 Glorieuse, peut-être que vous connaissez. Son objectif à Julien, c'est de nous projeter dans une époque dans laquelle on fait vraiment émerger une société plus durable et plus heureuse. Alors, au-delà de ce principe même, oui, excellent podcast, Christelle, tout à fait, j'en parle tout de suite. En fait, 2030 Glorieux, c'est tout un tas de ressources. Donc il y a un kit de voyage pour des ateliers de 2 heures. Donc c'est des ateliers un peu comme Fresques du climat, mais c'est vraiment c'est un autre genre, hein, mais c'est vraiment des ateliers pour s'intéresser au monde de demain. Un livre, 2030 Glorieuses, et puis sur le site 2030 Glorieuses, il y a des fiches métiers des métiers de demain, justement, et puis tout un tas de podcasts qui sont fascinants, hyper intéressants, et qui sont inspirants pour les jeunes d'aujourd'hui qui déjà ont envie de travailler en lien avec l'environnement. Donc ça peut vraiment être inspirant d'écouter ces gens qui font des métiers dont on entend peu parler aujourd'hui, mais peut-être plus demain. Donc voilà, je vous recommande cette ressource-là, et je vous mettrai le lien.
Une autre ressource utile, je voulais amener parce que j'en ai entendu parler il y a 2 jours à peine. C'est un MOOC sur la découverte des métiers liés à la transition écologique. Donc je vous mettrai le lien également. Donc c'est, 8 heures de cours, de vidéos, de témoignages de personnes qui travaillent dans la transition écologique. Donc ça permet vraiment de découvrir, l'univers de la transition, environnementale, à travers vraiment des voilà, des témoignages, des fiches métiers. Et donc il y a un contenu, très intéressant et très complet sur sur ce site, que je vous indiquerai. Une autre transformation, c'est les transformations technologiques, évidemment, notamment le numérique. Alors, il y a un potentiel qui est, énorme, tellement énorme qu'aujourd'hui on se demande comment on va pouvoir, recruter sur ce secteur. Parce qu'à horizon 2030, le marché du numérique, ça devrait représenter, donc selon l'Institut Montaigne, heu, plus de 1 600 000 emplois. Et donc ça nécessite, de former 840 000 nouvelles personnes entre 2023 et 2030. Donc, vous imaginez, ce que ça représente comme personnes à former et le besoin, demain du secteur du numérique. Alors les employeurs aujourd'hui, ils font déjà face à l'intelligence artificielle puisqu'on parle de technologie. 35 vous voyez, des établissements de 10 salariés et plus déjà utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui ou sont en train de la déployer. Il y a eu une grande phase où l'intelligence artificielle, c'était les fameux chatbots, par exemple. Donc sur les sites, quand vous avez cette petite pop-up en bas à droite qui vous dit: «Bonjour, de quoi avez-vous besoin?» Bon, typiquement intelligence artificielle. Et aujourd'hui, rares sont les sites notamment de voilà, de e-commerce, qui, heu, qui n'ont pas un chatbot. Donc l'intelligence artificielle est déjà là, voilà. C'est émergent, mais voilà, c'est déjà là pour 35 des établissements. On était en mai 2023. Donc on imagine ce que ça peut donner demain. Hem, clairement, donc on pourrait penser le contraire, donc les nouvelles technologies vont supprimer des emplois, mais c'est pas tout à fait vrai. J'en veux pour témoin cette étude auprès des entreprises, qui attendent des créations d'emplois avec l'arrivée des nouvelles technologies. Donc on le voit bien, notamment sur tout ce qui est, la big data. Il y aura toujours besoin, évidemment, aujourd'hui, on sait, récolter tout un tas de données, les trier, mais il y aura toujours besoin de personnes pour les illustrer, pour, les interpréter. Et donc, et puis, de toute façon, ça demande de pouvoir, la big data demande de pouvoir avoir de toute façon, des personnes heu, qui gèrent, effectivement toute la mécanique autour de la big data, donc on aura toujours besoin de main-d'œuvre. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, c'est aussi la technologie liée au climat et à l'environnement. Vous voyez les 2 besoins en dessous, c'est, climate change, donc la technologie pour s'adapter, heu, au changement climatique et puis, les technologies liées, à l'environnement. Donc c'est pas l'un ou l'autre. Évidemment, je vous disais tout à l'heure, l'environnement va avoir besoin de technologie. Donc on a bien des entreprises qui ont, des attentes de création d'emplois, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Quand on parle des nouvelles technologies, alors voilà, il y a tout un tas de domaines, hein. La cybersécurité est très en demande, l'intelligence artificielle, on sait. L'IoT, donc c'est le fameux, internet, des objets, dont je vous parlais dans le sondage. Les biotechnologies, la blockchain, la réalité augmentée, hem, qui vont être en demande. Alors, encore une fois, je me suis prêté à l'exercice d'aller vraiment concrètement voir des métiers donc, qui existent aujourd'hui, qui existeront un peu plus demain.
Évidemment, l'intelligence artificielle, donc concevoir et développer des systèmes basés sur l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, on parle de l'intelligence artificielle, mais il faut, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut des personnes derrière, hein. La réalité virtuelle ou augmentée, donc il faut créer des environnements de réalité virtuelle, il faut créer tous les contenus. Les spécialistes en cybersécurité pour protéger les systèmes informatiques, donc on sait, le monde devient de plus en plus numérique. Vous avez certainement entendu parler de cyberattaques, voilà, au moins une fois dans l'année 2023. Et donc ça, c'est quelque chose qui va devenir nécessaire, c'est de se protéger numériquement. On a tout ce qui est bio aussi, donc biotechnologiste, ingénieur en biomédecine avec les technologies médicales ou les technologies qui vont s'appliquer à différents domaines, hein, l'agriculture, la santé, l'industrie pharmaceutique et l'environnement. Et puis on a tout ce qui est un peu, robotique et machine, les techniciens en maintenance prédictive. Donc oui, il y a de plus en plus de choses qui vont être faites avec des machines. Il va falloir anticiper les défaillances machines. Voilà. Et donc ça, c'est un véritable, métier et c'est un véritable besoin. Les impressions 3D, et tout ce qui est la domotique, donc c'est la technologie de la maison, on va dire, hein, les équipements de la maison et roboticien, donc où, là, c'est, concevoir un robot, le programmer et l'installer chez, l'utilisateur. Donc voilà des exemples de métiers, donc je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas entendu beaucoup parler, mais dont on va de plus en plus, au fur et à mesure des années, entendre parler et qui seront, dans le besoin. Alors je me suis prêté au même exercice sur la technologie, donc évidemment, quand on veut travailler dans la technologie, on va devoir s'intéresser aux technologies, donc être très curieux là-dessus, sur ce domaine. Évidemment, ça va passer par aussi, quelque part, les sciences, l'informatique, les mathématiques, mais aussi par, la maîtrise des chiffres et puis la conception et le design parce que, voilà, typiquement les solutions embarquées, il faut les designer, il faut les concevoir. Donc c'est quelque chose heu, qui doit faire preuve d'intérêt pour la personne qui va vouloir, travailler dans ce domaine. Les compétences, alors évidemment en digital, on retrouve la résolution de problèmes complexes. Évidemment, la technologie, c'est un univers complexe et ça voilà, il va falloir résoudre des problèmes complexes, de s'adapter. Évidemment, quand on parle d'informatique, de numérique, de digital, on parle de projets, de travail en équipe et puis évidemment d'innovation. On sera dans des domaines métiers tels que l'ingénierie, donc le dessin et la conception, la gestion de projet et le consulting. Hem Et donc les valeurs, ça va être des valeurs, telles que l'innovation, le changement ou le défi qui, on va dire, fera vibrer les personnes feront vibrer les personnes qui voudront, travailler dans les nouvelles technologies. Enfin, enfin, dernière transformation, c'est, les transformations démographiques. Hem, quelques 2 données différentes, d'accord? Entre 2015 et 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale, elle va presque doubler, elle va passer de 12 à 22 selon l'OMS, d'accord? Donc on aura de plus en plus de personnes, vieillissantes dont il faudra s'occuper. D'autre part, d'ici à 2030 en France, 89 des postes à pourvoir seront des départs en fin de carrière. Donc on a des personnes, donc on a un vieillissement de la population et ça provoque 2 choses. C'est déjà des personnes vieillissantes dont il va falloir s'occuper et puis donc des personnes qui vont partir à la retraite, hein. Donc là, ça va franchement chambouler aussi le monde du travail de demain. Hem, une donnée qui est là encore, c'est des chiffres qui vraiment sont assez étourdissants. C'est, d'ici à 2030, on aura, 760 000 postes à pourvoir tous les ans, hein. Et notamment, 489 000 par exemple en agent d'entretien. L'enseignement, va être beaucoup, aura beaucoup de postes à pourvoir. Les aides à domicile, là, on est plus dans le soin. Donc vous voyez,
c'est gigantesque. Heu, Quand on regarde, ce qu'on voit, hein, c'est que si on fait cumul des métiers du soin, bon, on a ces métiers-là, cumulés, je veux dire le secteur du soin, arrive largement en tête, des métiers en demande. Heu, donc mais soins et puis social, parce que j'ai mis les aides à domicile, pas forcément pour du soin. Hem, mais voilà, donc c'est pour dire que tout ce qui est, soins et social, demain, ça va représenter un potentiel énorme d'emplois, et donc notamment d'ici 2030. Donc de quel métier on parle? Alors, ces métiers, vous les connaissez, au final. J'ai mis un seul métier qui est peut-être un peu moins connu, mais c'est infirmier, aide-soignant, aide à domicile. On a ma sœur qui est thérapeute, qui va être beaucoup en demande, et puis, épidémiologiste. Alors ça, c'est, voilà, c'est un clin d'œil un peu au Covid, hein. Avec les nouvelles pathologies ou les épidémies qui, pourront éventuellement réapparaître, voilà, on aura ça, on n'y échappera pas forcément, et donc ça nécessite de pouvoir étudier les maladies, et donc c'est le métier d'épidémiologiste. La fiche d'identité, donc on sera sur quelqu'un qui sera vraiment passionné par, l'accompagnement, aura besoin de relations humaines, voudra travailler dans la santé, sera passionné notamment à l'école par tout ce qui est physique ou biologie, par le corps humain, mais aussi pourquoi pas par les technologies, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a la santé soins, mais aussi on a la santé recherche, et là, la technologie aura une place aussi, très importante. En termes de compétences, on est dans de l'humain, alors ça va nécessiter de s'adapter encore une fois, hein, on le retrouve. Ça va nécessiter de l'intelligence émotionnelle et de la communication, une bonne communication orale. Donc on sera sur tout ce qui est, donc accompagnement, le social, le soin, la recherche, l'ingénierie, et la médecine, et évidemment des valeurs qui guident un jeune qui veut, travailler dans le soin ou le social, c'est l'humanité, l'altruisme et l'empathie. Pour illustrer ça, je vous parle de chez Dadi, je suis lyonnais, c'est à côté de chez moi, et je trouve que c'était un révélateur des initiatives qui verront le jour, dans les prochaines années, hein, qui demanderont d'ailleurs, qui créeront des emplois. Ça s'appelle Chez Dadi, c'est un café qui a été créé par, Philippe Albanel, créé vraiment en plein covid. Mais aujourd'hui, il y en a une vingtaine qui sont en projet de déploiement. C'est un café, mais c'est un café intergénérationnel, c'est-à-dire qui a pour vocation, heu, de mêler, des jeunes et des personnes, âgées, de créer du lien, vraiment, de passer des moments ensemble, de créer du lien, de l'entraide entre, un jeune, voire un très jeune, et puis, une personne, un peu moins jeune, donc personnes âgées. Et donc ce lien social avec une population vieillissante, il va être primordial, voilà, et donc c'est ce genre d'initiatives, de missions qui vont être, importantes, qui vont créer de l'emploi, et qui peuvent être, clairement, des vocations pour, des jeunes d'aujourd'hui, et qui cherchent, demain, un métier justement dans le lien et le social. Voilà, donc on a vu donc les compétences qui seront clés en 2030. On a vu qu'il y a 3 types de transformations qui vont impacter le monde du travail, donc démographique, technologique et environnementale. Et donc on le voit bien, tout ça, ça va bouger, fort, ça va bouger vite, d'accord? Et donc il y a quelque chose qui va être, très important, c'est de pouvoir s'adapter. Hem, Déjà, le monde du travail, c'est pas que les emplois, c'est aussi la façon de travailler, d'accord? Donc,
On a des nouvelles façons de travailler qui existent déjà et qui vont exploser ou qui sont en train, voilà, heu, voilà, d'émerger, comme je pense à la semaine de 4 jours sur laquelle je vais revenir et qui vont certainement être, beaucoup plus légion dans quelques années. Donc on a le télétravail, évidemment avec l'avantage de la flexibilité, d'un meilleur équilibre et d'une empreinte carbone plus faible pour ceux qui sont sensibles à l'environnement, mais avec un manque de lien social et puis parfois, des critiques un peu sur le confort matériel, moindre qu'en bureau. Heu et quand on est en entreprise aussi, donc il y a le télétravail, puis il y a la semaine de 4 jours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative qui a été, démocratisée notamment par le groupe lyonnais, LDLC, de Laurent de la Clergerie. Donc c'est, travailler sur 4 jours. Voilà, avec un jour off, souvent choisi, par l'employé, et donc on travaille 4 au lieu de 5. Donc ça, c'est un meilleur équilibre pro perso, plus d'engagement de la part des employés, parce que, voilà, ils ont un jour de plus de repos, donc ils arrivent au travail en meilleure forme et ils sont plus efficaces sur les 4 jours qui leur restent et donc on a une hausse de la productivité pour ça. J'ai eu du mal à trouver des inconvénients, très honnêtement, j'en vois pas beaucoup. Mais dans certaines entreprises, en fait, la semaine de 4 jours consiste à concentrer le nombre d'heures sur 4 jours au lieu de 5, ce qui n'est pas la semaine de 4 jours, mais qui peut être un véritable, inconvénient, pour le coup. Donc ça, c'est, une nouvelle façon de travailler qui est en train d'émerger, hein. Moi, je vois beaucoup d'entreprises qui passent à la semaine de 4 jours, plus en plus de reportages, là-dessus, donc ça va être une nouvelle façon de travailler. Hem Le freelancing aussi, parce que ça apporte de l'indépendance, de la liberté, c'est moins monotâche. L'inconvénient, bah, c'est souvent l'incertitude et la solitude, mais clairement, c'est un mode de travail qui va continuer de progresser, pour la liberté que ça offre. Hem, Quand on dit, mode de travail, c'est aussi, entreprendre, hein. C'est pas forcément être, en entreprise. 20 des jeunes aujourd'hui, alors c'est une donnée qui me paraît basse, mais elle est liée à une étude qui est américaine. Bon, pour moi, le taux est presque double, hein, mais déjà se dire que 20 des jeunes de 18 à 24 ans ont de fortes intentions entrepreneuriales, ça donne une tendance, déjà. On dit 20, c'est pas mal. Pour moi, en France, c'est presque le double, selon les chiffres que j'ai vus. Bon, mais aujourd'hui, très clairement, la génération Z, elle veut entreprendre, et elle veut créer des entreprises. Mais elle veut pas forcément faire que ça. Et donc il y a une autre tendance aussi qui est en train d'émerger, et qui est en essor, c'est le slashing. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est, le fait de cumuler plusieurs activités. Parce que ça vient donc du terme slash en anglais qui désigne, bon, vous le savez, hein, la barre oblique quand vous faites un slash sur votre clavier, et donc c'est la barre oblique qui sépare, nos différents métiers. Donc on va passer d'un mode, vraiment mono-activité, à un mode pluri-activité. Voilà, donc on pourrait être entrepreneur, faire un boulot salarié à côté. Voilà, on pourra vraiment, être indépendant, mais faire 3 métiers, différents. Bon, donc c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, et qui fera partie, du voilà, de la cartographie des modes de travail, demain, à coup sûr. S'adapter, c'est aussi donc développer son intelligence émotionnelle. Je vous explique pourquoi. Déjà, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? C'est, heu, un rapport à ses propres émotions déjà, c'est reconnaître, comprendre, gérer ses propres émotions, mais c'est aussi un rapport aux émotions de l'autre. C'est-à-dire, de la même manière, reconnaître, comprendre et puis les influencer, pas de manière péjorative, hein, l'influence. Hem Donc ça permet de mieux gérer les relations interpersonnelles, d'accord? Notamment avec empathie et intelligence. Vous avez certainement entendu, parler, ces derniers temps des cours d'empathie à l'école. Voilà, c'est pas anodin, c'est parce qu'on a de plus en plus ce besoin,
de créer cette empathie chez les jeunes. On a cette nécessité. Hem et c'est parce que c'est pour mieux préparer les jeunes au monde de demain qu'on leur donne des cours d'empathie, aujourd'hui. Alors, de quelles compétences on parle? Donc c'est, voilà, mmh, la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie, toutes les compétences sociales, la communication émotionnelle, donc communication des émotions, résoudre les conflits, s'adapter et influencer, mais pas influencer encore une fois péjorativement, et malveillante, mais vraiment l'influence, est bienveillante. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on dit: «Il faut donner des cours d'empathie, à nos enfants»? C'est important parce que, oui, on est dans un monde qui s'automatise avec beaucoup de technologies, mais les compétences sociales et émotionnelles, elles s'automatisent pas. Voilà. ChatGPT, il a pas d'émotion. Donc il va falloir de toute façon, développer ces compétences qui seront absentes de la technologie qui va émerger. Hem, Toutes ces transitions dont on a parlé, elles vont nécessiter de collaborer entre nous, d'accord? Qui dit collaborer dit travailler en équipe, qui dit travailler en équipe va nécessiter d'avoir des bonnes relations avec les autres, donc relations interpersonnelles. Avoir des bonnes relations avec les autres va nécessiter de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Donc comprendre, l'émotion de l'autre, comprendre ses propres émotions. Et puis dans la capacité à s'adapter, on a beaucoup parlé de l'adaptabilité. Heu, il y aura beaucoup de changements. Les changements, ça génère du stress. J'allais dire ça peut générer, non, ça génère du stress. C'est une affirmation, parce que notre cerveau, il déteste l'incertitude. Donc dès qu'il y a un changement et qu'on rentre dans l'incertitude, hop, il se met en position de stress. Et l'intelligence émotionnelle, ça permettra de mieux pouvoir gérer ce stress. Donc c'est vraiment fondamental pour ces raisons-là de développer son intelligence émotionnelle et de la développer chez les jeunes. Comment on fait? Bah, on les encourage dès le plus jeune âge à exprimer les émotions et à discuter ouvertement sur les sentiments. C'est ce qui sera fait d'ailleurs dans les classes, hein. On favorise l'autonomie et la prise de décision pour qu'ils puissent prendre plus confiance. Il y a la fameuse question: «Qu'est-ce que tu en penses toi?» hein, on peut la poser à un enfant du plus jeune âge. «Qu'est-ce que tu en penses?» Et modéliser les comportements qui sont dits émotionnellement intelligents et puis, évidemment, apprendre à traiter les autres avec empathie, c'est-à-dire comprendre, heu, l'émotion de l'autre et pourquoi il ressent cette émotion. Me voilà arrivé à la conclusion. Hem, alors, je vous parlais de tricoteur 3D, un métier, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça. Je vous enverrai un lien vers un reportage de TF1 que j'ai vu il y a 2-3 jours et comme je donnais cette conférence, ça m'a forcément alerté. Donc une entreprise qui, tricote des pulls avec une imprimante 3D. Voilà. Donc ça, c'est moi, je n'avais jamais entendu parler, c'est tout nouveau. Donc on va avoir des tricotages de pulls par imprimante 3D. Oui, on va avoir, des pizzas qui vont être faites par des robots, bien sûr. Hem, Ça, il faut l'accepter. C'est le monde s'automatise, la technologie, arrive et je pense qu'il faut l'accepter et faire avec. Néanmoins, on aura toujours, toujours, toujours besoin, d'humanité, et de sauver l'humanité et sauver l'humanité, ça nécessite quoi? C'est autant, prendre soin de la planète pour sauver l'humanité parce que bon, vous le savez très bien, la planète s'en sortirait très bien sans nous. Donc c'est à nous de nous sauver, et sauver l'humanité, ceci, c'est prendre soin de l'autre. Et on l'a vu, hein, dans la conférence, ces métiers-là seront en fort besoin et il y aura toujours, toujours, toujours besoin de ça.
et ça donc sauver l'humanité, si je devais retenir 3 capacités, que ça va nécessiter, je dirais que ça va nécessiter de coopérer ensemble. On vient juste de le voir, de savoir s'adapter et donc et donc de faire preuve d'intelligence émotionnelle. D'accord? Donc c'est voilà, si je devais, choisir vraiment le voilà les 3 conseils, même s'il y en aurait beaucoup plus dans l'absolu à donner, hem, ça va nécessiter, cette éclosion de la technologie, et l'arrivée massive de la technologie, va nécessiter que, la coopération entre nous soit plus forte, qu'on puisse mieux s'adapter et qu'on puisse mieux, pour mieux coopérer ensemble, il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle pour travailler avec l'autre. Voilà ce que je peux vous dire et j'en ai, terminé. Je vais reprendre les questions. J'espère que ça va. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me dire, dans le chat, si vous avez des questions ou des remarques. Alors, je vois quid des métiers dans l'accompagnement au changement? Oui, tout à fait. Dans l'accompagnement au changement, à la conduite au changement dans ce contexte d'évolution, oui, tout à fait et je vous parlais des secteurs porteurs et dans ces secteurs porteurs, il y a, donc les services externalisés et le conseil. Je le mets là-dedans. Donc oui, oui, évidemment, les entreprises vont avoir besoin, hem, de conseils pour s'adapter, heu et donc évidemment, ces métiers du conseil et de la gestion du changement sera majeur. Ouais, donc l'inconvénient, tout à fait, Xavier, c'est ce que je disais, donc le travail de 5 jours à faire en 4, ça, c'est pas la semaine de 4 jours. C'est clairement pas la semaine de 4 jours. Ça a été expérimenté en Picardie, je sais plus quel, c'est un service public dont j'ai perdu le nom, qui l'a expérimenté, mais en concentrant 5 jours en 4, ça a été un échec total. Un échec total et ça discrédite, la semaine de 4 jours. Mais la semaine de 4 jours, c'est pas ça. Laurent de la Clergerie, il a fait une semaine de 4 jours à 32 heures. Voilà et il a des salariés qui sont d'une efficacité redoutable, sans perte de chiffre d'affaires. Bon, je vais pas faire une conférence sur la semaine de 4 jours, ça pourrait le mériter, mais hem, alors, en usine, si, en usine, parce que justement Laurent de la Clergerie, donc c'est le groupe LDLC qui vend du matériel, hem, heu, informatique, pardon, et donc ils travaillent en usine, en entrepôt, puisqu'ils doivent, ils doivent empaqueter, et donc ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Il a même adapté dans ses entrepôts la semaine de 4 jours, et il a rencontré aucun problème. Donc ça peut marcher dans les usines sans problème. Pensez-vous que l'école dans son ensemble forme les jeunes à tous ces changements, notamment l'intelligence émotionnelle et relationnelle? Alors, elle va le faire avec les cours d'empathie, elle va le faire. Donc c'est une expérimentation. Hem, Qu'est-ce que va donner cette expérimentation? Moi, je pense que c'est une excellente idée et j'espère de tout cœur que ça va être bien fait, parce qu'il faut que ce soit bien fait pour que ce soit un succès. Ça repose aussi sur les enseignants, qui doivent jouer le jeu, qui doivent être formés. On ne peut pas leur demander de faire quelque chose, sur lequel ils ne sont pas formés. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, mais déjà d'avoir pris l'initiative de proposer des cours d'empathie à l'école, je pense que c'est une excellente chose. Donc oui, il faut les former et ça va être fait. Comment aider nos enfants à développer ces 3 attitudes, en tant que ouais, avez-vous des, alors il y a dû y en avoir des sur ce sujet, des conférences ou des ateliers de festival de l'apprentissage. J'ai pas comme ça, j'y réfléchirais, des références à vous donner. Hem, j'en ai pas comme ça qui me viennent. Je suis sûr qu'il y a eu des ateliers sur ce sujet, dans cette semaine, du festival. Je suis vraiment même quasiment, certain. Donc ça vaudrait le coup de regarder le programme pour voir quelles structures, associations ont donné les conférences.
Parce que clairement c'est un vrai sujet, et ça a dû être traité dans cette semaine-là. Hem Concernant la différence sur l'intelligence émotionnelle, c'est au sens large qui inclut notre propre connaissance de nos émotions et la gestion de soi et l'intelligence relationnelle. C'est plutôt vis-à-vis des autres. Oui, oui, tout à fait. Ah, j'avais pas vu, il y avait une question sur l'intelligence relationnelle. Oui, 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 tout à fait. Intelligence émotionnelle, donc comme je disais, c'est soi et la compréhension des autres. Effectivement, l'intelligence relationnelle, effectivement, c'est plus centré sur les autres, même si je pense que quand même intelligence émotionnelle, relationnelle, bon, ça doit quelque part un peu, s'imbriquer. Heu je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a pas d'autres questions, donc merci, je vois beaucoup de petits mots, qui disent que c'était intéressant et j'en suis très content. Merci beaucoup. J'ai juste une dernière question à vous poser. Je lance un petit sondage. C'est toujours intéressant à chaud d'avoir des retours, donc est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose? Donc pendant que les gens votent, sachez que, je vous enverrai, le support. Je vous enverrai les différents liens dont je vous ai parlé. Donc le lien vers le MOOC, le lien vers, 2030 glorieuses et ses ressources. Le lien à titre d'information, ça prend 3 minutes sur le reportage de TF1 qui est, je trouve, concentre en 3 minutes, vraiment toutes les problématiques qu'on a traitées dans cette conférence sur, l'arrivée de la nouvelle technologie et les impacts que ça a sur l'emploi. Hem, voilà, donc je vous enverrai toutes ces ressources, dans la journée. Hem, si pas d'autres questions, je vais du coup arrêter le sondage. Merci beaucoup pour vos retours. Il me reste plus qu'à vous remercier. Merci pour vos petits mots. Merci à tous, à toutes. Je vous souhaite une très, très belle, journée et une bonne fin de festival si jamais vous avez des ateliers ou des conférences prévues, cet après-midi. Merci beaucoup.